bonsoir et merci aux organisateurs, merci à M. Delisle de m'inviter à participer à cette rencontre qui est en parallèle, je le rappelle, avec l'exposition qui aura bientôt lieu au musée Ramsay, où vous pourrez d'ailleurs assister à un certain nombre de clips sur cet événement en question. Alors, l'invasion des idées et l'essor des lettres. Alors, si l'invasion du Québec par les Bostonnais se solda par un échec militaire, la propagande qui la prépara et l'accompagna s'avéra un franc succès d'un point de vue philosophique, politique et littéraire. Alors, sans négliger les aspects militaires de l'invasion, je vais surtout parler de l'émancipation culturelle à laquelle conduisit l'invasion américaine. Parmi l'héritage de cette invasion, c'est la venue, comme on l'a dit déjà, de Fleury-Méplet, l'imprimeur, et de sa gazette littéraire. Fleury-Méplet a, dans son lectorat pour cette publication, les élèves du Collège Saint-Raphaël de Montréal, aussi dit Collège de Montréal, qui vont découvrir à travers cette gazette les Lumières, Voltaire, et qui vont participer en quelque sorte au premier débat d'une première académie de Montréal. Alors, ils vont publier des textes littéraires sous pseudonyme, avec certaines même signatures féminines. On va peut-être parler aussi des femmes aujourd'hui. Nous verrons que cette première génération de lettrés va s'engager plus tard dans la vie publique, dans la vie politique. On compte parmi ces jeunes un ardent révolutionnaire dont on a annoncé le nom, Henri Mézières tout à l'heure, mais aussi de futurs parlementaires de la première assemblée du Bas-Canada. Alors après un bref rappel de la diffusion et de la réception des lettres du Congrès, je m'attacherai au rôle de Fleury-Méplet dans le développement de l'imprimerie et de la presse au Québec. Je rappelle que sous la Nouvelle-France, la presse avait été interdite. Donc il faudra attendre l'arrivée, la fin de la guerre de 7 ans pour qu'on ait la première presse. Donc l'accent sera mis ici sur l'expérience que représenta pour son public la Gazette littéraire de Montréal, mais aussi plus tard, la nouvelle Gazette de Montréal, Montreal Gazette, toutes deux dues à Fleury-Méplet. Qui était Fleury-Méplet? Rapidement, c'est un imprimeur qui a un parcours assez intéressant. Il est né à Marseille, il a appris son métier en Avignon, à Lyon, il a publié aussi à Londres, et après Londres, il est passé à Philadelphie, et son parcours s'achève à Montréal à 42 ans au moment où on le retrouve ici. Il a été un temps incarcéré pour sa participation à l'invasion, mais Fleury-Méplet, à l'été 1776, jouit de l'intérêt des montréalistes, comme on les appelait à l'époque, les gens de Montréal au nombre de, alors statistique on hésite, peut-être 8000 personnes à Montréal. Les gens de Montréal pétitionnent pour garder leur imprimeur. Ils en ont un sur l'un, et d'ailleurs, on ne peut pas repartir avec les presses à dos de mulet, j'imagine, à Boston. Franklin repart, mais lui reste là. Et il reste là avec armes et bagages, y compris avec son épouse, Marie Mirabeau, qui elle-même est imprimeur et qui va garder d'ailleurs l'imprimerie quand il sera emprisonné. Alors, il se passe la chose suivante, c'est qu'à l'automne 1776, alors que gronde au sud la Révolution américaine, Méplet doit trouver une littérature alimentaire, en quelque sorte. Alors, il va commencer par imprimer des livres religieux, puisque les Sulpiciens, comme on l'a dit, qui sont les seigneurs et maîtres de l'île de Montréal, ont besoin de manuels. Donc, il va publier, par exemple, l'Office de la Semaine Sainte, le catéchisme du diocèse de Québec, les cantiques de l'âme dévote. Vous imaginez, c'est du travail pour lui. Il faut qu'il fasse une clientèle.
Mais comme il est voltairien dans l'âme, Méplé ne va pas rester longtemps soumis à la soutane, si j'ose dire, et à cette production catéchistique. 2 ans plus tard, il lance donc sa gazette avec son ami l'avocat Valentin Jotard. Valentin Jotard faisait partie des montréalistes qui avaient accueilli avec enthousiasme Montgomery le 13 novembre 1975. Alors que dire de cette publication, la Gazette littéraire de Montréal, qui, bien qu'éphémère, elle a duré qu'1 an, elle fut à l'origine d'une première génération de lettrés canadiens engagés dans l'espace public. Je renvoie à la réédition que nous en avons faite aux presses de l'Université Laval, présentée par Nova Doyon et annotée par le regretté Jacques Cottenham et en collaboration avec Pierre Hébert. C'est une réédition détaillée, plus de 700 pages. Rappelons d'abord que la ville de Québec avait déjà bénéficié d'une imprimerie au début du régime anglais. Voilà, c'est la Quebec Gazette, Gazette de Québec, qui à l'époque était subventionnée par James Murray, et une gazette qui était soumise à l'autorité britannique, c'était la gazette officielle, et dans laquelle il y avait peu de littérature, ou alors quelques poèmes pour boucher les trous éditoriaux, ça s'appelait le Poet Corner. À l'inverse, en 1778, la Gazette littéraire de Montréal s'avère plus indépendante du pouvoir colonial et elle va se dévouer complètement à la littérature. Alors, dans cet hebdomadaire, qui intitule d'abord Gazette du commerce et littéraire, il prévoit surtout publier des annonces commerciales, des avis publics, mais aussi quelques morceaux variés de littérature. L'appel est bientôt fait aux lettres de lecteurs, à cette condition près, commune à toutes les publications du temps, je cite, « pourvu qu'il ne soit fait mention de la religion, du gouvernement ou de nouvelles touchant les affaires présentes ». Vous imaginez bien que c'est un vœu pieux, étant donné que, un peu comme le disait Beaumarchais dans Figaro, vous connaissez le mariage de Figaro, et dans le monologue, et je parle de Beaumarchais parce que Beaumarchais aussi avait été impliqué, vous le savez, on parlait des relations entre la France et les États-Unis. Beaumarchais avait fait du trafic d'armes aussi pour les États-Unis. Bref, dans le Figaro, Figaro raconte qu'il avait pu, que pourvu que je ne parle en mes écrits ni de l'autorité, ni du culte, ni de la politique, ni de la morale, etc., je puis tout imprimer librement sous l'inspection de 2 ou 3 censeurs, disait Beaumarchais. Eh bien, Fleury-Méplé avait lui-même ses propres censeurs à Montréal. C'étaient les Sulpiciens, bien sûr, et leur supérieur, Étienne Montgolfier. Ils ne vont pas cesser de le dénoncer au gouverneur Haldimand jusqu'à ce qu'il obtienne la fermeture du journal. Mais n'anticipons pas. Observant la politique éditoriale de Méplé, il justifie d'abord son projet en dressant un sombre tableau du progrès des connaissances dans la province. Je cite Méplé. « Vit-on jamais, existe-t-il encore une bibliothèque, ou même le débris d'une bibliothèque qui puisse être regardée comme un monument don d'une science profonde, mais de l'envie même et du désir de savoir ?» Pour Méplé, les Canadiens ne se sont jamais ouverts au savoir. Alors il est temps de s'y mettre, il est temps de s'en occuper, et c'est pour ça qu'il s'adresse d'abord et avant tout à la jeunesse canadienne. Je le cite. « Il est quantité de jeunes gens qui avancent dans la carrière du savoir. Ils trouvent aujourd'hui, avec la Gazette, la facilité d'essayer leur génie. Ils peuvent communiquer leur production sans être connus. Ils seront sans doute critiqués par leurs condisciples, même sans les soupçonner. Ces disputes excitent l'émulation qui a toujours manqué dans ce pays et qui est absolument nécessaire. » Alors vous imaginez bien, ceci ne peut qu'irriter Montgolfier qui, le 2 janvier 1776, écrit au gouverneur Haldimand à propos des gazetiers, je cite, « Ils n'ont pas d'autre but que de corrompre l'esprit et le cœur des jeunes gens en les retirant de la subordination et du respect qu'ils doivent à leurs maîtres, les Sulpiciens.
par des traits satiriques qu'il ne cesse de lancer contre le Collège de Montréal, par les éloges continuels que vos académiciens donnent à des auteurs impies et proscrits, par leur hardiesse à mépriser la foi et à mettre en question jusqu'à l'immortalité de l'âme. Alors on comprend que Méplé trouble l'esprit public en accordant trop de place à la littérature, aux Lumières, mais aussi à la critique du système judiciaire, à travers les textes incendiaires d'un certain Pierre du Calvet, dont je parlerai plus loin. Alors que dire de cette politique éditoriale dans le contexte bien précis de Montréal et du Québec de l'époque, qui comptait à peu près, on l'a dit, autour de 8000 personnes à Montréal? Eh bien, le problème pour Jottard et Méplé, c'est que leurs lecteurs et leurs principaux clients sont aussi bien les collégiens que leurs maîtres sulpiciens. À la fois lecteurs et censeurs, les religieux vont provoquer la fermeture du journal. J'ajoute aussi que sous certains pseudonymes, certains sulpiciens et certains jésuites envoient aussi des textes à la Gazette, des textes antiphilosophiques, bien sûr. Alors, ce qui provoque le plus les censeurs, c'est l'importance accordée dans la Gazette à Voltaire. Parce que la Providence voulut que le grand homme mourût cette année-là, le 30 mai 1778, on ne l'invente pas, juste à point pour que la Gazette pût à loisir commenter avec gourmandise l'œuvre du philosophe. Jean-Paul Delagrave, qui a consacré une superbe biographie de Fleury-Méplé, il dit bien, Jean-Paul Delagrave, il fallait diffuser les Lumières sans inquiéter. Alors, la stratégie éditoriale est la suivante. Un article contre Voltaire, la semaine suivante, un article pour Voltaire, etc. Mais naturellement, la stratégie éditoriale fait que Voltaire l'emporte toujours. Par exemple, là, vous avez la façon dont on le présente finalement au lecteur. Aucun homme ne peut lui disputer avec raison ses titres élogieux. Alors, l'intérêt aussi, c'est que l'imprimeur est celui qui avance des textes anti-voltairiens, tout comme le jésuite Weil aussi, qui envoie des textes anti-voltairiens. Et l'astuce, c'est que, comme l'article est signé d'un pseudonyme, les censeurs ne peuvent ni identifier son auteur, ni s'en prendre à l'imprimeur, puisque celui-ci joue le rôle, justement, de l'anti-voltairien. Le 10 juin 1778, maintenant, on va avoir l'ami des sciences, un des pseudonymes. Il se réjouit enfin de voir l'ignorance anéantie et la grossièreté disparaître. Et le jeune Canadien patriote, autre pseudonyme, renchérit la semaine suivante en dressant un sévère bilan de la situation culturelle à l'issue du régime français. Vous voyez que le régime français aussi est dans le collimateur de la Gazette littéraire. On sait, écrit le Canadien patriote, dans quel engourdissement les sciences ont toujours été et sont toujours dans la province, à l'exception de quelques individus venus d'Europe et quelques jeunes gens que l'on a poussés aux études. Alors, que dire des signatures de cet article? Il y a des dizaines de pseudonymes qui s'activent dans la Gazette. Ils cachent en fait une petite poignée de rédacteurs dont les principaux sont Méplé, qui signe l'imprimeur, et Valentin Jottard, qui signe Le Spectateur tranquille, et bien d'autres pseudonymes aussi. Pierre Hébert et Jacques Cottenham ont inventorié 207 articles signés de 84 pseudonymes. Pour eux, cette gazette littéraire est notre première œuvre de fiction, parce qu'on va même imaginer une académie littéraire à Montréal. Alors, Jottard et Méplé sont un peu les hommes orchestres, si vous voulez, de ce journal. Mais qu'est-ce qu'on peut dire aussi de certains pseudonymes dont on a percé l'identité? Je vous présente par exemple deux d'entre eux. Le Canadien curieux, je vais m'arrêter à celui-là. Le Canadien curieux, on finit par le percer. Pourquoi? Parce que l'évêque et les sulpiciens soupçonnent certains élèves.
et ils se disent « Ah, ça c'est bien lui, ça c'est... » Alors, à un moment donné, ils arrivent à dire « Ah, ça doit être le petit Panet, celui-là. » Alors, on a reconstitué... il y avait soit Pierre-Louis Panet ou son cousin Jean-Antoine Panet. 2 mots sur ces 2 personnages. Pierre-Louis Panet était au collège donc, de Montréal. Il a envoyé ses textes à la Gazette et il sera plus tard élu député de la première assemblée. Il était aussi franc-maçon et il avait aussi proposé l'abolition de l'esclavage. Quant à son cousin Jean-Antoine Panet, il était aussi rédacteur certainement de la Gazette de Montréal et il va connaître aussi une belle carrière dans le droit et dans la politique. Il va d'ailleurs soutenir les réformes proposées par un autre rédacteur de la Gazette qui s'appelle Pierre Ducalvé, dont je vous ai parlé un peu plus haut. Mais il y a aussi un certain nombre de signatures féminines aussi dans la Gazette. Alors, je vous en ai indiqué quelques-unes, vous voyez, c'est très intéressant. Félicité, Le Beau Sexe, Angélique, etc. Alors, il est difficile de savoir aujourd'hui qui se cachait sous ces pseudonymes. Il est possible aussi que ce soit des plumes masculines qui aient essayé le gender féminin à seule fin d'introduire une forme de variété dans le commerce littéraire. Mais peu importe l'authenticité de ces signatures sexuées, la fiction épistolaire que les gazetiers ont forgée dans leur périodique leur permet de diversifier les personnages et d'exprimer un point de vue féminin, sinon même féministe, pour faire avancer le débat, si vous voulez. Alors, je vais terminer sur l'héritage de la Gazette littéraire. Donc, les menées de Montgolfier et du haut clergé ont permis l'emprisonnement et la fermeture de la Gazette. Et à cette époque-là, pendant les guerres d'indépendance américaine, sous le gouvernement du général Haldimand, il va y avoir toute une série d'arrestations politiques des premiers intellectuels, Méplé, Jotard, mais aussi Pierre de Salles-Laterrière, qui va être emprisonné dans la même geôle que les 2 autres. Et on va se retourner à une époque, on va se retrouver à une époque où Haldimand reprend en main la province avec l'aide de... Haldimand, je ne l'ai peut-être pas dit, est un mercenaire suisse engagé par les Britanniques, de la même façon que le mercenaire allemand Friedrich Adolf Riedesel et ses troupes seront dépêchés aussi pour mater la révolution américaine. Alors pour conclure sur l'héritage de Méplé, il faut rappeler que son imprimerie n'était pas qu'un simple atelier d'imprimerie, mais c'était aussi un lieu de rencontre et de discussion, une sorte de club littéraire. Et c'est dans ce foyer intellectuel qui concurrence les Sulpiciens qu'un certain Henri-Antoine Mézières va faire ses classes. C'est là qu'il apprend à lire Voltaire, Molière certainement aussi, et qui va s'initier aux Lumières. Qui est Mézières? C'est un fils de notaire, c'est aussi le mouton noir de la famille. Il a été contraint et forcé par son père d'aller au Collège de Montréal, mais ce jeune délinquant n'a que mépris pour cette institution qu'il définit ainsi. Je cite, « Un collège confié à digniards ecclésiastiques fut le tombeau de mes jeunes ans. J'y puisais quelques mots latins et un parfait mépris pour mes professeurs. » Bon, c'est un peu ingrat de sa part parce qu'il a au moins appris une solide formation et une remarquable maîtrise de la langue française. Et il a même publié, certainement, on lui attribue la Bastide septentrionale, toujours chez Méplé. Il s'est aussi engagé comme espion pour les Américains par la suite, et il s'est familiarisé avec cette écriture révolutionnaire. À 23 ans, il a adressé un mémoire justement à Jean d'Albarade, ministre français de la Marine française, où il lui conseillait d'agir sur l'opinion publique canadienne. Et c'est une époque des plus agitées de la Révolution.
Les troubles politiques après les années 92-94 ne vont pas cesser dans la province. Et au terme des années du XVIIIe siècle, il existait bien sur les rives du Saint-Laurent une communauté de pensée démocratique. C'est ainsi que les idées éclairées de Méplé dans ses gazettes et celles plus radicales de Méplé et de Ducalvé dans leurs pamphlets trouveront leur continuité dans le Parti canadien et au siècle suivant, des 92 résolutions jusqu'aux rébellions de 1837-38. Dernière parenthèse sur Henri Mézières, il était tellement amoureux de la Révolution française qu'en 1993, il s'est retrouvé à Brest. Mal lui en pris, il est tombé en pleine terreur. Il a échappé de peu à la guillotine et il a dû se réfugier à Bordeaux, où il a fondé plus tard un journal à Montréal, l'Abeille canadienne, qui n'a duré qu'1 an. Alors, j'espère vous avoir indiqué à peu près l'intérêt d'un point de vue philosophique, politique, mais aussi littéraire, de ce premier élan qu'a lancé la Gazette. Et parmi les jeux que l'on trouvait dans la Gazette, les jeux littéraires, il y a le logogriffe. Alors, je ne sais pas si on vous a distribué ce petit logogriffe si vous avez le temps de le lire, vous devinerez quel est le logogriffe. Est une sorte d'énigme qu'on doit deviner à partir de plusieurs définitions et de mots formés à peu près. Et si on le regarde bien, le logogriffe est canadien, justement, le mot canadien. Alors je vous remercie, je suis à votre disposition si vous avez des questions. Merci.